Ces derniers jours, j'accompagne beaucoup de postpartum, beaucoup de routes en tant que sage-femme. Mais ce que j'observe, c'est toutes ces questions qui ont attrait un peu à comment ça se fait que mon corps ne revient pas à la normale plus rapidement. Parce que j'ai encore une maman qui m'a dit mais j'arrive toujours pas à monter les marches sans m'essouffler, pourtant je suis plus enceinte. Et là, j'ai envie de lui dire, et puis en fait de dire à toutes ces femmes, puis de te dire, de vous dire que en fait c'est normal, c'est pas fini, c'est pas juste je suis enceinte et puis je suis plus enceinte. Le corps, il revient pas comme avant en quelques jours. Il est en rétrogestation. Il guérit, il se réorganise, il transforme ce qui a été pendant 9 mois. Et ce processus, on en parle bien trop peu. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors c'est quoi la rétrogestation ou la dégestation ? C'est pas un mot qu'on entend souvent, pourtant c'est un mot qui dit tout. Parce que on n'est pas revenu à la normale dès que le bébé est sorti. Ton corps, ton cœur, ton esprit, tout continue à vivre cette transformation tellement importante, tellement profonde, qui s'est fait déjà pendant tout le long de la grossesse, et puis il y a encore comme une grosse accélération sur certains points après la naissance du bébé. La grossesse, l'accouchement, le postpartum, tout ça, ça vient mélanger et mixer tellement de choses, et c'est pas j'appuie sur un bouton, et hop, c'est terminé. Non, tellement pas. Alors je pense que il est temps en fait d'arrêter de séparer la grossesse, le postpartum comme deux mondes différents, mais de reconnaître en fait que le 4e trimestre, c'est pas juste un après, c'est un encore, c'est un en cours. Peut-être que toi aussi tu t'es senti comme ça, un peu perdu, essoufflé avec ce ventre encore mou, ce cœur qui cogne vite. Souvent elle me dit ça, mais mon cœur bat vite, je ne comprends pas. Le sommeil qui est perturbé. La plupart du temps, les femmes, elles se disent après la naissance, ça ira mieux. Parce que la fin de grossesse, c'est comme aussi parfois des prémices sur certains points de ce que ça va être le postpartum. Et comme ça devient un peu challengeant, différent, difficile, on est loin de notre vie de avant d'être enceinte. Et puis comme on est aux portes de l'enfantement, on se rend pas compte à quel point en fait c'est une bascule, c'est un moment où tout va changer finalement. Et c'est là aussi qu'on comprend que le corps demande du temps. Et que c'est normal, et non, c'est pas une faiblesse, c'est juste que c'est en train de revenir de loin. Comme après un grand voyage où il faut défaire les valises, ranger, digérer, etc. C'est un grand voyage de 9 mois. Et on dit qu'il faut 9 mois pour faire un bébé. Et pour beaucoup de choses, on dit aussi qu'il faut 9 mois pour se remettre d'une grossesse. Alors la dégestation, c'est un mot effectivement qu'on n'entend pas souvent, jamais, mais que en fait toutes les femmes vivent. Tu sais, quand une femme, elle tombe enceinte, tout le monde la regarde avec admiration. Tout le monde pas, peut-être pas dans toutes les situations, mais en tout cas, la plupart du temps, une femme qui porte la vie, ça attire des mots de sympathie, ça attire de l'attention, on veut pas qu'elle porte trop de choses, etc. On dit, ah waouh, on la chouchoute, on admire son ventre rond, parfois un peu trop d'ailleurs, mais le jour où elle accouche, bim, rideau, comme si tout s'arrêtait là. Et alors, tout le regard, il est porté sur le bébé, et alors plus du tout sur la maman. La maman, je vous rappelle quand même qu'elle a porté ce bébé pendant 9 mois. Elle l'a fait grandir, elle a puisé dans ses ressources. Son corps s'est donné tellement fort déjà pendant toute la grossesse. Et puis elle l'a enfanté. Autant vous dire que son corps, il s'est encore beaucoup donné. Et ce, quelle que soit la naissance qu'elle a eue. Parce que qu'elle ait eu une césarienne, clairement, elle vient d'avoir une chirurgie abdominale. On a coupé plusieurs couches de son abdomen pour aller chercher le bébé.
Puis alors, quelle est l'histoire de cette césarienne? Est-ce que c'était programmé? Est-ce que c'est après un très long travail? Est-ce que le bébé a été en souffrance, etc. Si elle a accouché parce qu'elle a été déclenchée, ou même si elle a été déclenchée, même sans parler de déclenchement, mais même si elle a accouché physiologiquement et rapidement, je peux vous jurer qu'elle s'est donnée. Ça se voit et je vois ça tous les jours. Les femmes se donnent tellement fort dans leur corps pour faire naître leur bébé. Et pourtant, on les oublie. Elles sont reléguées à un rôle de elle va nourrir le bébé, mais on va plus trop avoir d'attention pour elle et beaucoup sur le bébé, comme si ça s'arrêtait là. Pourtant, en fait, franchement, physiologiquement, il n'y a rien qui est terminé. Et en fait, tout commence. Alors, quand on est enceinte, on parle de gestation. Hein. Dès que la grossesse commence, on parle de gestation. Mais après l'accouchement, notre corps, il entre dans une nouvelle phase que certaines sages-femmes, comme Ingrid Baillot, elle appelle ça la dégestation. On dit aussi la rétrogestation. C'est pas un retour à l'état d'avant, mais c'est un processus de transformation parce qu'on ne revient jamais vraiment en arrière, on devient mère. Et le corps, lui aussi, il vit cette transition. Alors, il y a tous les systèmes vont être touchés, le système nerveux, cardiovasculaire, les hormones, musculaires, émotionnels, tout se réajuste. Mais on ne voit pas, alors on ignore. Et comme c'est invisibilisé dans notre société, on n'en parle pas. On dit, t'as accouché il y a 2 semaines, ça va mieux, non? En vrai, t'as encore cette plaie dans ton utérus, hein? T'es essoufflé, ton bassin il est douloureux, ton cerveau il fait du tri, t'as pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis des jours. Et comme on t'a pas expliqué, tu penses que c'est toi le problème. Et c'est là où on met les femmes de côté, et puis en fait on leur dit « Ah mais c'est normal, c'est le baby blues, c'est la chute des hormones, etc. » Tu te crois encore plus fragile, que t'es pas capable, alors qu'en fait t'es en train de vivre une des plus grandes transitions biologiques et psychiques de toute une vie. Alors dans cet épisode, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça, de la rétrogestation ou dégestation, de ce corps qui continue d'œuvrer même après la naissance. Rien que le système cardiovasculaire. C'est le cœur qui redescend de sa montagne. Quand tu accouches, ton cœur, il ne revient pas à la norme en 24 heures. Pourquoi? Parce que pendant 9 mois, ton corps, il a construit un réseau incroyable de vaisseaux sanguins, notamment pour nourrir ton bébé. Tu as fait ton volume sanguin qui est passé de 4,5 litres environ pour une femme à 6 litres. Ton corps, il a construit, il a doublé son volume sanguin, il a fait travailler ton cœur plus fort, plus vite pour oxygéner 2 êtres humains. Et en postpartum, tout système doit se réadapter. Et le volume sanguin, il disparaît pas en un claquement de doigts. Il commence à rediminuer doucement et les reins, ils éliminent l'excédent. C'est pour ça que souvent on fait beaucoup pipi les premiers jours. Les femmes aussi, elles transpirent beaucoup parfois. Parce que le corps, il avait prévu de pouvoir alimenter 2 personnes, puis il avait aussi un peu prévu, au cas où la femme, elle saignerait un petit peu trop, qu'elle ait quand même un volume sanguin suffisant en fait. Qu'est-ce que la nature est bien faite. Mais le cœur, lui, continue de pomper plus que d'habitude pendant plusieurs semaines. Et c'est là que c'est important de se dire, en fait, oui, tu peux te sentir essoufflé, oui, tu peux avoir des palpitations, surtout en te levant trop vite par exemple, et oui, ton niveau d'énergie n'est pas au max, même si t'es plus enceinte. Tu sais quoi, monter un escalier 4 jours après ton accouchement, en fait c'est comme gravir un col de montagne, quoi. T'es pas du tout dans la forme physique que t'as d'habituellement, parce que t'as pas encore récupéré. Ton cœur, il fait de son mieux, mais il revient de loin. Et t'es pas faible, t'es en convalescence, tu te remets. C'est pour ça qu'il faut s'honorer et comprendre que, en fait, si j'ai pas besoin de monter ces marches-là, autant que je ne le fasse pas. Le message sociétal, c'est allez, on y va. D'abord, on quitte la maternité 2 jours après la naissance. Puis, limite, il faut déjà porter une maxi-cosy, lancer les machines, etc. Personne ne dit que justement, on doit prendre soin de soi. On ne le dit pas assez. On en parle un petit peu plus, de plus en plus, mais on n'explique pas ce qui se passe partout. Ah là là, j'arrête pas de vous dire ça, qu'il faut en parler, qu'il faut démystifier et qu'il faut surtout remettre du sens. Donc, le système cardiovasculaire, il met 6 à 8 semaines à retrouver un équilibre. Et encore, ça peut être plus longtemps si tu allaites parce que ton corps il continue de mobiliser ses ressources pour produire du lait. Alors je te le répète, c'est pas parce que t'es plus enceinte que ton cœur aussi est prêt à reprendre le rythme d'avant. C'est normal de se sentir plus lente, c'est normal de devoir respirer plus fort, plus souvent, et c'est pas du tout un signe que tu fais mal les choses en fait. C'est juste ton corps. Ton cœur, il est incroyable. C'est un incroyable cœur qui a fait une très longue course et qui mérite qu'on l'écoute.
Dans les autres systèmes qui sont touchés, il y a le cerveau. Le cerveau, franchement, c'est le grand architecte de la maternité. Tu sais, j'aime dire que la maternité, c'est un remodelage intégral du cerveau. C'est pas juste un petit coup de peinture, tu vois, c'est vraiment le chantier de rénovation façon grosse œuvre là, et c'est pour ça que ça touche déjà énormément les structures du cerveau pendant la grossesse. Je vous ai déjà parlé du baby brain, du mummy brain, et je vous remettrai peut-être le lien dans la description de l'épisode, mais ça explique justement que il y a des structures dans le cerveau qui se modifient. Il y a des études qui ont été faites avec des IRM et qui ont montré en fait que les structures du cerveau se modifient pendant la grossesse. C'est des zones qui sont liées à l'empathie, à la vigilance, à la mémoire émotionnelle. Ça s'active et ça se densifie pendant la grossesse. Et ces modifications, elles peuvent persister jusqu'à 2 ans après la naissance. On en a encore vu. Peut-être que si on vérifiait encore, on verrait encore qu'il y a ces modifications peut-être moins fortes quand les enfants grandissent. Mais en gros, c'est là. C'est un peu comme si ton cerveau il passait en mode maman. Pas juste pour savoir quoi faire, mais pour ressentir, pour anticiper, pour capter les besoins de ton bébé. C'est pas de l'instinct magique en fait, c'est neurobiologique. Le cerveau, c'est comme une station de radar, tu deviens ultra sensible. Ton cerveau de jeune mère t'entend, tu ressens, tu perçois tout ce qui concerne ton bébé. Ses pleurs, ses mimiques, son souffle pendant le sommeil, tu sais, tout passe en fait en priorité dans ton système de traitement. Hein. Mais cette hyper-connexion, cette capacité d'être toujours en alerte, elle se fait au prix d'une grande fatigue parce que les femmes, souvent, elles arrivent pas à se reposer comme elles voudraient, etc. Elles sont en hypervigilance. C'est pour ça que tu oublies ton mot de passe, ton rendez-vous, des fois même le prénom de quelqu'un, etc. C'est pas parce que tu perds la tête, en fait. C'est que ton cerveau, il est redirigé vers ce qui est vital, ton bébé. Comme dans tous les chantiers, il y a des échafaudages, il y a de la poussière, il y a du bruit, tu te sens pas toi-même. C'est normal, hein, parce que t'es en train de devenir quelqu'un d'autre. Pas une autre, une version plus élargie de toi-même, en fait. Celle qui porte la charge de ce bébé, en fait. La régulation, la tendresse, l'intuition, la logistique, la nuit et le jour. C'est énorme. Cette maternité neuronale, elle n'a pas de bouton on-off non plus. Alors même si tu reprends le boulot, même si tu t'habilles comme avant, etc., ton cerveau, lui, il est toujours en train d'intégrer une nouvelle dimension. Et ça mérite que ça soit honoré, non ? Tu l'as peut-être déjà senti, en fin de grossesse, en général, ton sommeil, il a changé. Parfois même en début de grossesse. Il y a parfois beaucoup de... On ressasse des choses, il y a des choses qui remontent. Je dis souvent aussi que la grossesse, c'est comme une thérapie sauvage. Et du coup, ça joue énormément sur le sommeil. Mais quand le bébé est là, même quand le bébé dort, souvent, toi, tu dors pas, t'es en alerte. Moi, je dis souvent, les premiers jours, la maman, elle check son bébé, elle vérifie qu'il respire bien, elle l'observe sous toutes ses coutures, elle le renifle, elle le sent, elle est dans l'instinctif comme ça. Mais elle t'entend tout, tu sursautes à la moindre respiration, tu ouvres les yeux avant même qu'il pleure, c'est normal, c'est son cerveau maternel qui veille. Pendant la grossesse, après la naissance, le système nerveux, il se réorganise, il devient plus réactif, plus sensible. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces modifications au cours de la grossesse. C'est pas une faiblesse, c'est une adaptation tellement brillante du corps pour assurer la survie de nos bébés. Alors cette hypervigilance, elle peut devenir un piège, parce qu'on peut s'épuiser sans le vouloir, parce qu'on croit que c'est normal de plus dormir plus que 2 heures d'affilée, parce qu'on croit que on doit tout gérer, mais qu'on gère mal, etc. Non, c'est juste que normalement, on n'est pas fait pour élever seul des enfants. Et quand on a cette charge qui est en plus le plus souvent sur la tête des mamans, parce que en fait le compagnon ou la compagne va reprendre le travail après 1 mois par exemple, ce non-soutien fait que cette charge elle est que sur le dos des mères, et c'est ça qui amène les burn-out parentales, les burn-out maternels, etc. On dit qu'il faut tout un village pour élever un bébé, et dans les sociétés primitives, les bébés sont choyés par tous les membres autour. Alors en fait, au départ, on prend très soin de la mère. Il y a beaucoup de rites autour de ce mois sacré, autour de la naissance, où on prend très, très soin des femmes. Et après ça, les femmes, elles reviennent effectivement dans la société, mais alors on prend en charge beaucoup le petit. Et ça, nous, on ne le fait pas. Alors, quand on reste dans cette hypervigilance, mais qu'en plus on s'épuise, puis qu'on est isolé, etc., ça c'est vraiment difficile. Le système nerveux, il est en mode alerte.
transition et il a besoin de sécurité, de répit, de silence pour s'apaiser. Et si on est tout le temps sollicité et qu'il n'y a pas d'aide et de soutien, ben, c'est là où ça devient plus difficile. Si tu portes tout le temps, en fait, tu risques le burn-out maternel. Et dans une société qui valorise ni le repos, ni le soin postnatal, en fait, il faut oser s'accorder ce qu'on ne nous offre pas. Il faut créer ce village autour de soi, qui peut être des membres de la famille, mais pas que. Peut-être parfois des professionnels qui peuvent venir vous aider pour justement sortir la tête de l'eau. Des proches, des amis, une voisine. Vous pouvez faire appel aussi aux super mamas, par exemple, pour pouvoir justement avoir des temps de pause. Alors, dans tout le bouleversement dont je vous parle là, au niveau du sommeil, du cerveau, etc., ben, c'est beaucoup, ce qui joue, c'est beaucoup les hormones. Quand t'allaites, ton corps, il devient un laboratoire d'hormones. Mais pas n'importe lesquelles, hein, les hormones de l'amour, du lien, de la régulation. La prolactine, qu'on appelle souvent l'hormone du lait, ben, en fait, c'est aussi l'hormone du nid, c'est celle qui t'invite à ralentir, à rester près de ton bébé, à t'installer dans cette répétition justement des tétés, et c'est parce qu'elle est là que tu arrives à le faire de cette manière. Elle t'ancre, elle te recentre, et puis il y a l'ocytocine, ça c'est la star du lien, de l'amour, c'est elle qui déclenche le réflexe d'éjection du lait, mais c'est aussi celle qui apaise ton stress, qui te rend plus sensible aux signaux de ton bébé, qui favorise le lien affectif avec ton bébé. Mais c'est là que c'est important de comprendre que ces hormones, c'est pas exactement la même chose que tu avais dans ton cycle avant la grossesse. Hein, la montée de la prolactine, elle inhibe en partie l'activité ovarienne, et donc ça va jouer aussi sur ta libido. Ça peut en prendre un coup, hein. Pas chez tout le monde, hein, parce qu'il y a des femmes qui très vite ont envie à nouveau d'être en proximité avec leur partenaire, d'avoir des relations, etc. Mais c'est assez rare. Ça existe, mais c'est assez rare. T'as pas perdu ton désir, hein. T'es dans une autre phase hormonale et c'est normal. Et ça non plus, c'est pas assez reconnu. Je pense que je ferai tout un épisode sur la sexualité pendant la grossesse et le postpartum, parce que il y a beaucoup de tabous autour de la question. Et en plus, ce qu'on voit dans notre société, c'est tellement poussé sur c'est normal de reprendre les relations sexuelles après les 6 semaines postnatales, parce qu'on nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles pendant les 6 premières semaines. Et du coup, quand on a ce rendez-vous en postpartum avec le gynéco, ben en fait, c'est comme si on avait une injonction à reprendre les relations sexuelles parce que les plaies sont guéries, on va donner une contraception, etc. Donc ça veut dire, hop, on peut recommencer, quoi, hein, on relance la machine. Sauf que le corps, c'est pas une machine. Puis c'est violent, en vrai, cette injonction au retour à la normale, là. T'es pas en pause, hein. T'as une telle métamorphose hormonale. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est que je vois ça, même sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'une maman qui disait, voilà, moi qui reviens de mon rendez-vous postpartum des 6 semaines, etc. Et juste après, une image qui fait bien comprendre le message que c'est l'état de son mari, là, qui est tout excité, parce que il sait que maintenant il peut à nouveau avoir des relations sexuelles avec sa femme. C'est bien plus que ça, hein. Même si ton périnée il est peut-être plus douloureux, et encore j'en doute fort, pardon, si ta tête elle est ailleurs, si ton corps il est encore dans les bercements, dans ton bébé, etc. Non, en fait c'est pas le moment et c'est ok. C'est important de dire c'est quand elle veut, et ça peut être assez lointain et c'est ok. Je pense que le mieux c'est d'en discuter, mais c'est pas une question de volonté ou d'envie, en fait c'est biologique, c'est émotionnel, c'est intime. Et si on arrêtait de voir la baisse de libido comme un problème à régler finalement, mais comme un indicateur d'écoute, je pense que c'est important de parler et de s'écouter. Dans les autres systèmes qui sont touchés, le système musculo-articulaire, là, le corps qui est encore en expansion. Ton corps pendant la grossesse, il s'est pas juste arrondi au niveau de ton ventre, hein, il s'est littéralement remodelé son architecture pour faire de la place à ton bébé, puis ton centre de gravité a changé, etc. pour t'aider à l'accueillir. Une des plus grandes responsables de cette transformation, je vous en parle souvent, mais c'est la relaxine, c'est cette hormone magique, mais parfois un peu traîtresse là, parce que ça peut causer quand même des douleurs qui sont assez difficiles à vivre, mais sa mission c'est d'aider le relâchement des ligaments, des articulations pour que le bassin puisse s'ouvrir un peu plus pour la naissance. Ça aide aussi le bébé à passer dans le bassin et à pouvoir être dans un état où il est aussi un peu plus hyperlaxe. Et puis ça va aider à l'utérus à grandir, les organes à s'adapter, etc.
Cette hormone, elle disparaît pas en un claquement de doigts à la naissance du bébé, hein. Elle reste présente pendant plusieurs mois, parfois jusqu'à la fin de l'allaitement. Et donc ce corps reste plus souple, plus instable, plus vulnérable à certaines douleurs, à certaines fragilités. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui ont encore mal au dos, aux hanches, aux poignets, même bien après l'accouchement. Et c'est aussi pour ça que certaines séances chez l'ostéopathe en postpartum, ça peut être un peu décevant parce que ça continue encore à bouger et tout se replace pas forcément facilement. C'est pas une remise à zéro immédiate, comme tout ce que je vous décris depuis tout à l'heure, évidemment. Et alors, tu le vois pas, mais au moment où tu donnes naissance, ton utérus, il pèse encore 1,5 kg. Et garde en lui, en plus, la trace du placenta. Hein. C'est tellement incroyable. Cet organe que ton corps il a fabriqué, qui a alimenté ton bébé, qui l'a protégé, etc. Et maintenant, en fait, tu dois cicatriser de cette plaie du placenta. Parce que c'est une blessure à l'intérieur de ton utérus qui est grande comme une assiette. C'est énorme. Et si tu l'avais sur ta cuisse, sur ton ventre, hein, tu te dirais, ah là là, je vais faire attention, je vais ménager, je vais prendre soin de moi, je vais éviter de porter, je vais m'allonger, et les gens vont avoir cet élan envers toi. Alors que là, pas du tout, comme c'est à l'intérieur, qu'on a pris l'habitude de minimiser dans le postpartum, que les femmes, en plus, elles saignent depuis leur puberté, qu'elles ont l'habitude de perdre du sang, elles voient pas du tout que là, c'est différent, et qu'en fait, elles saignent d'une plaie. C'est pas la même chose que quand elle a ses menstruations. Non, elles saignent de là où était inséré son placenta. Et c'est pas une petite plaie en fait, c'est gros comme une assiette à nouveau. Hein. Ça fait partie de ces injonctions de retour à la maison rapide et pas assez à dire prenez soin de vous, reposez-vous, mettez-vous en position pour prendre soin de vous au maximum. Non, on dit pas repose-toi, ménage-toi, évite de porter, etc. Non. Et parce qu'en plus ton périnée, il s'est donné, il a soutenu ce bébé pendant plusieurs mois, en plus il a laissé passer s'il est passé par voie basse, etc. Si tu ne reçois ni douceur ni patience, en fait c'est le terrain parfait pour une descente d'organes, de l'incontinence, des douleurs chroniques plus tard. Donc le postpartum slow, c'est un investissement à long terme. Parce que dans les 6 premières semaines, si on se met trop vite en route, et surtout dans les toutes premières semaines, on risque plus d'avoir des descentes d'organes, d'avoir des douleurs, etc. Mais si on prend vraiment soin de soi, en fait, c'est une graine que tu plantes pour ta santé future, de femme, de mère, d'amante, de travailleuse, d'amie, etc. Il y a une règle toute simple dans les cultures qui honorent encore ce temps de l'après, du postpartum. C'est la règle des 5-5-5. 5 jours dans le lit, couché, etc. 5 jours sur le lit, donc assise, semi-assise, couche, semi-allongée, etc. Et 5 jours autour du lit. Donc ça ne veut pas dire que je suis dans la buanderie en train de faire la lessive. Non, 5 jours autour du lit. Donc 15 jours vraiment à prendre soin de ça. C'est pas une prison, c'est une permission. C'est celle de se dire que on a besoin de se remettre, de guérir, de mettre en route son allaitement. Et donc, et dormir aussi, si on en a besoin à tout instant, à chaque moment, de faire une petite power nap là, et de pouvoir recharger ses batteries si jamais c'est nécessaire, puis de pouvoir de se reposer et d'allaiter, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans cette histoire de rétrogestation. Hein. Je pense que c'est une réalité qu'on tait beaucoup trop souvent, mais je suis persuadée que savoir, c'est une prise de conscience qu'on peut avoir. Et c'est que la première étape, parce que comprendre c'est bien, mais agir, en parler, se positionner, c'est encore mieux. Hein. Donc ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que ton corps, il n'est pas cassé, il est en transformation. Ça, c'est pas un défaut, c'est une force, c'est puissant. Alors parle de ça autour de toi, à ta sœur, à ta meilleure amie, à ta sage-femme, à ton compagnon, à ta compagne. Brise ce silence qu'on entretient encore trop souvent autour du postpartum. On peut pas exiger des femmes qu'elles retrouvent leur vie comme avant, comme si tout en elles avait pas du tout changé. Si tu veux approfondir tout ça, je t'invite vraiment à lire le 4e trimestre de grossesse d'Ingrid Baillot. Je crois qu'elle a changé le titre entre-temps, mais je te mettrai en lien dans la description de l'épisode. Et j'espère sincèrement un de ces jours pouvoir l'interviewer sur peut-être là-dessus, mais sur tellement d'autres choses, parce que elle a tellement de belles pépites dans tout ce qu'elle a pu proposer aux femmes, aux familles, aux sages-femmes. C'est une réelle pépite, donc je te mets le lien dans la description. Et surtout, si cet épisode t'a parlé, partage-le, parce que il y a une autre maman quelque part qui a besoin d'entendre peut-être qu'elle n'est pas seule, qu'elle a besoin de comprendre ce qui se passe et à quel point en fait c'est normal ce qui est en train de se passer dans son corps maintenant. Et si tu veux me soutenir, en fait laisse un commentaire, laisse une note sur tes plateformes d'écoute, parce que maintenant on peut le faire et que ça m'aide énormément à continuer, parce que vous restez tous les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique.
Tu mérites un postpartum doux, lent, soutenu. T'as rien à prouver, t'as juste à t'honorer. Je te donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme. Et d'ici là, porte-toi bien.